Et d'un autre côté aussi, euh, ça permet de réunir l'ensemble de tous nos médecins sur l'ensemble du territoire algérien. Et là, je crois que vous avez, Il y a derrière. quand même 92 participants, hein, ce qui Ouais, est c'est magnifique. franchement magnifique. Franchement magnifique. Et en plus de ça, ce que tu vois, Esma, c'est que c'est toutes spécialités confondues. Et ça, c'est Tout à vraiment fait. important pour nous, hein. Et je continue aussi sur la lancée. Je remercie également Dr Rougam parce que j'ai l'impression qu'elle est très active. Je ne la connais pas, je ne vous connais pas, mais je sens que vous êtes très Et actif. Et pourtant, on a beaucoup travaillé ensemble. ouais, oh oui, mais on ne se connaît pas de vue, hein. Je n'ai Oui, pas dit oui, qu'on oui, ne se oui, je connaît sais. pas Je ne du bouge tout, pas mais de beaucoup vue. en général. Mais vous êtes Ben, très c'est un plaisir. Docteur Gogem, elle dit jamais non à toutes les voilà. Tu formations vois, possibles. je te dis, Esma, elle me semble très active et très efficace. Tout à Donc, je fait. vais démarrer par ma présentation. Plein Euh, écran, s'il te plaît, celle-là. Plein écran, d'accord, je vais vous le mettre en plein écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Partager. Vous arrivez à la voir? On voit, mais c'est pas en plein écran. Alors, je vais essayer de voir. Pourtant, tu as un diaporama. Oui, j'ai dit apparemment, mais je ne sais pas pourquoi ma sur Zoom, je n'arrive pas à la voir. Attends, je vais remettre ça. Voilà, et je vais essayer de l'avoir diaporama. Est-ce qu'ils sont? En Ok. haut. En haut, vers le haut. À Alors, est-ce côté. que. C'est Hein, là, oui. Vas-y, clique. Non. À diaporama, côté. voilà. Alors, diaporama À partir de... à partir de la diapositive actuelle. Ok. Parfait, merci Esma. Je ne serais pas sortie toute seule. Je sentais que j'étais en train de couler. Ok, merci. Alors, on va voir la nappate. Ça ne va pas être aussi simplement, mais non, ça reste simple, hein. C'est vraiment simple. Alors, je me présente déjà. Je suis professeure Farkmani. Je suis au CHU Mustapha et je suis pathologiste. Avec beaucoup de spécialités. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est Mustapha. Il y a de tout, hein. Donc, on voit un peu de tout. Et voilà. Et là, c'est vrai que le poumon, ça nous intéresse énormément. On en a énormément, surtout que, il y a eu la plateforme d'NGS qui s'est installée récemment chez nous. Mais déjà, on faisait la biologie moléculaire. Donc, c'est pas la peine, c'est du redondant. Je pense que docteur Amari en a parlé. C'est un véritable problème de santé publique. On le sait, c'est plus l'homme que la femme. Et on voit bien que la femme est en train la fréquence augmente énormément parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui fument, que 80% des cancers bronchiques, c'est des fumeurs, on l'a dit, on le répète, mais ça semble être important de le préciser. Mais à côté de ça, il y a d'autres facteurs, hein, d'autres polluants, mais surtout cette sensibilité, susceptibilité plutôt génétique qui nous intéresse énormément, nous pathologistes, puisque vous voyez qu'il y a quand même un gros problème, un gros challenge pour vous les oncologues, c'est ces récidives des carcinomes dans la petite cellule qu'on retrouve dans 30 à 70% des cas. Donc il faut en comprendre tout ça. Donc ce qui est important de savoir, tous nos collègues doivent bien comprendre que ce diagnostic n'est pas un diagnostic qui se fait en aparté, hein. C'est des diagnostics multidisciplinaires et c'est pour ça qu'on aime bien nous réunir, pneumologues, radiologues, chirurgiens, oncologues et nous-mêmes pathologistes, pour pouvoir discuter chaque patient, parce qu'il faut savoir que chaque cas est un cas. Et on va prendre à partir de là des décisions de prise en charge pour chaque patient au cours de ces RCP. Et ça nous permet également de collecter les différentes données. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire parce qu'il faut savoir qu'on va être, on est obligé de se mettre à la page parce qu'il y a l'IA qui s'installe, l'intelligence artificielle, mais il faudrait mettre les bonnes données, tout ce qui est pertinent dans nos fiches. Alors, on va passer maintenant aux pathologies. Sur quoi on va travailler? Qu'est-ce que vous allez nous envoyer pour qu'on fasse un bon diagnostic, hein? Alors, parmi ça, vous avez en premier la cytologie. Docteur, c'est ça, El Hadef nous a montré que lorsqu'il y avait un épanchement pleural, il y a une collection de ce liquide sérohématique que vous nous envoyez. Parfois, ça arrive à plusieurs litres.
Euh, et c'est des grands flacons, bah, entre guillemets flacons, on va dire c'est des bouteilles de Saïda, mais on va dire flacons quand même. Et ces flacons-là, on va centrifuger. Vous voyez, on retrouve du tissu. Ce tissu, c'est des cellules, certes, mais on peut faire beaucoup de travail dessus. Vous pouvez faire un diagnostic, mais également faire de l'humino. Ça, je le dis bien aussi bien aux pneumologues, pour qu'ils sachent que cette cyto est très importante, mais également à l'anapathe, puisqu'on fait le diagnostic, on fait dessus de l'humino, mais on fait également de la biologie moléculaire. On travaille également sur du matériel histologique, sur bronchoscopie. Docteur Lhadef l'a dit également, lorsque vous avez une tumeur et que vous allez faire vos biopsies, on va y arriver, on va voir ces biopsies. Et bien sûr, ça peut être une bonne ponction transpariétale. Le pathologiste également va travailler sur pièce opératoire. Donc, une fois que le diagnostic est fait, une fois qu'il y a chirurgie, on va travailler sur une pièce de pneumectomie ou de segmentectomie qui comporte ce nodule tumoral. Vous voyez bien au centre un nodule tumoral et en périphérie un deuxième nodule tumoral. Et donc, on va aussi bien mesurer la taille de cette tumeur, voir si, par exemple, le nodule qui est au centre, est-ce que c'est vraiment un deuxième nodule, est-ce que c'est pas une métaille? Là, c'est une métastase ganglionnaire. Donc, on va faire nos prélèvements pour donner le diagnostic, hein, mais également les limites chirurgicales, notamment la recoupe bronchique, qu'on doit vous préciser. Vous devez nous demander, si vous ne trouvez pas sur ça sur votre compte rendu, la recoupe bronchique, le système vasculaire également qui doit être prélevé, et bien sûr le curage ganglionnaire, et on la classe à la fin avec cette classification PTNM. Donc vous voyez là, le processus tumoral en jaune et puis cette métastase ganglionnaire. Alors, quelles sont les recommandations en anapathe? Alors, docteur Lhadef, nous, on voudrait plus que vos 4-6 prélèvements. Donc, de préférence, si vous nous faites plus de 6 prélèvements, donc 4 et 6, c'est vraiment limite. Vous allez voir qu'on fait beaucoup de travail dessus. Et donc, c'est vraiment très peu pour nous, hein. Donc, il faudrait faire une fixation immédiate. Ça, c'est très important. On doit le dire et le répéter parce que sinon, ça va altérer vos prélèvements et après, on ne pourra pas faire dessus ni de l'immuno, encore bien moins de la biologie moléculaire. La durée de fixation, elle varie entre 6, ça c'est, il faut que ça soit plus de 6, mais sur biopsie, hein, et moins de 48 heures. Là, c'est pour les pièces opératoires, hein. On doit avoir une fiche clinique avec tous les renseignements pertinents parce que nous, on n'a pas le malade. Derrière ça, on doit avoir tout ce que vous avez comme imagerie, comme données cliniques. Est-ce que le patient a été traité, pas traité au préalable? Et puis, on doit inclure dans des cassettes différentes. Nous, pourquoi on met dans des cassettes différentes? Vous allez comprendre. Parce que des fois, si on a par exemple 7-8 fragments, qu'on met ça sur une seule cassette, dans une même cassette, il y a un problème, hein, au cours, par exemple, de la coupe. Donc, vous allez perdre tous vos prélèvements. Mais si vous mettez, c'est comme si on mettait nos œufs dans deux paniers différents. On essaye d'éviter la casse, on ne sait jamais, et donc on peut travailler comme ça. Donc, alors, je le dis ça pour le pathologiste, hein. Un pathologiste, il ne peut pas vivre sans un bon technicien qualifié. Donc, il nous faut un bon technicien qualifié parce qu'il va gérer ce matériel tumoral. Si vous n'avez pas un bon technicien, si ce dernier débite, vous allez nous faire même 20 prélèvements, il va les débiter, hein. Et donc, on fait des techniques de routine. On commence par une coloration basique, c'est l'hématéine et éosine, mais on fait également la coloration histochimique, qui est le bleu alcyon. Bien sûr, si vous avez des cellules qui vont prendre ce bleu alcyon, ça signe que c'est un adénocarcinome. Donc, on fait des rubans qu'on va étaler sur l'âme et on va laisser ça pour l'immuno et les tests moléculaires. Donc, vous voyez, l'anapathe, c'est la plaque tournante autour d'une clinique, d'une radiologie, et puis de cette anapathe va s'étendre, hein. Ça ne va pas se limiter à juste un diagnostic histologique, mais on complète par l'immuno et maintenant on s'est fait rattraper par la biologie moléculaire. Donc, sur le plan morphologique, vous voyez que les classifications ont drôlement évolué de l'OMS 1967, où on n'était que sur de l'HE, c'est-à-dire sur la morphologie basique. 2004, il y a l'immunohistochimie qui a commencé, qui n'a même pas commencé, qui s'est bien installé, mais on avait déjà en 2004 quelques prémices de la génétique, hein. Et puis, vous allez voir qu'en 2006, il y a eu démembrement des entités, des carcinomes bronchiques dans la petite cellule, on a des NOCA, carcinome épidermoïde et carcinome à grande cellule. Dr Lhadef en a parlé. Et puis, 2010, identification de ces cibles moléculaires. On a commencé surtout par le statut EGFR. Il faut savoir que ce statut doit être fait
au niveau de tous les services de pathologie. On le fait à Mustapha et je sais qu'il est fait également à Beni Messous et même dans d'autres services. Hein. Donc, puis même à Babelouette, puisque j'étais avec mon amie Jenan et j'ai vu ça chez elle. OK. Alors, il y a d'autres, mais on ne va pas se limiter à l'EGFR, il y a d'autres drivers oncogéniques, ALK, ROS1, BRAF qu'on va voir. Et en 2017, vous avez le PDL1 qui a toute sa place. Alors, je voulais juste mettre cette falaka pour vous expliquer que la carcinogénèse, elle va se diviser en deux parties. Hein. Vous avez deux volets. Hein. Carcinogénèse multipétate, comme on a l'habitude de voir, c'est une accumulation de plusieurs altérations de gènes. C'est-à-dire soit c'est une anomalie sur les gènes suppresseurs, soit sur les gènes oncogènes. Et ces accumulations de plusieurs altérations vont aboutir à un cancer. Ou alors c'est une addiction oncogénique, c'est-à-dire que c'est une seule altération moléculaire qui code pour une protéine transmembranaire qui va être impliquée dans une voie de signalisation majeure. Et c'est ce qu'on appelle les drivers. C'est ce qui est intéressant actuellement pour nous à reconnaître pour les thérapies ciblées. Et ça peut donner un cancer. À côté de cela, il y a une inhibition des autres voies de signalisation dans cette carcinogénèse par addiction oncogénique. Donc cette classification OMS 2021 nous montre que c'est des tumeurs essentiellement des tumeurs épithéliales. Hein. Vous voyez que dans 40 à 50%, il s'agit d'adénocarcinomes. Dans 20%, c'est des épidermoïdes. Et à côté de cela, dans 15%, c'est des carcinomes à petites cellules, des CPC qu'on appelle nos CPC. Et nous avons également les tumeurs neuroendocriniennes. Donc, ce que je voudrais vraiment attirer votre attention sur ça. Hein. Donc, les cancers bronchiques, dans 85%, ce sont des cancers non à petites cellules. Et 15%, c'est un carcinome à petites cellules. Dans le carcinome non à petites cellules, vous avez l'épidermoïde et l'adénocarcinome. Vous voyez que l'adénocarcinome, c'est des glandes et on peut faire juste un bleualcyon. Vous voyez, tout ce qui paraît bleu, c'est de la mucine. Et si vous avez ça, c'est déjà le diagnostic d'adénocarcinome. Mais on ne va pas se limiter à ça, on va vous ajouter de l'immunohistochimie. L'immunohistochimie, ça va renforcer le diagnostic. Hein. Par exemple, vous avez pour l'épidermoïde, vous avez le marqueur P40 ou P63, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre, pas les deux en même temps, qui est positif. On voit bien les points marrons sur la P40, c'est une positivité nucléaire. Et le TTF1, il va être négatif. Alors que dans l'adénocarcinome, vous voyez les points aussi marron noir, TTF1+, c'est au niveau des structures glandulaires ou solides. Ça, c'est un adénocarcinome TTF1+, P40-. Et puis, à partir de là, vous avez des algorithmes. Là, par contre, je pense que chaque pathologiste et même chaque clinicien, chaque oncologue devrait avoir cette image-là devant son bureau et vous savez comment le pathologiste travaille. Donc, devant tout carcinome dans la petite cellule, sans qu'il y ait vraiment une morphologie glandulaire, parce que sinon, c'est trop évident. S'il y a de la morphologie glandulaire liée à l'intelligence artificielle, pourra vous dire que c'est un adénocarcinome. Si vous avez une différenciation malpighienne avec de la kératine, vous dire c'est un épidermoïde. Si vous avez un aspect neuroendocrinien, vous dire c'est un neurone. Mais bon, sur HE. Mais on peut s'aider. Si c'est par contre pas aussi évident, on va faire un bleualcyon. Si ce dernier est positif, vous basculez vers l'adénocarcinome. S'il est négatif, on passe à l'immuno. On utilise les marqueurs que je viens juste de vous donner, TTF1, P40 ou P63. Alors, il faut savoir que TTF1, lorsqu'elle est positive et P40 négative, vous êtes sur un adénocarcinome. Lorsque TTF1 est négatif et P40 est positif, il s'agit d'un carcinome épidermoïde malpighial. Lorsque TTF1 est positif et que P40 est pas positif, eh ben, il s'agit d'adénocarcinome essentiellement ou d'un carcinome adénosquameux, c'est-à-dire l'association des deux. Mais lorsque vous avez TTF1- et P40-, on va vous répondre carcinome bronchique non à petite cellule, NOS. Ce que je voulais également préciser, parce que tout à l'heure, j'ai vu Dr. Al-Hader vous a dit pour les adénocarcinomes, CK7-, CK20-. Les cytokératines, c'est intéressant, c'est pour dire, on les utilise pour vous dire, est-ce que c'est primitif ou est-ce que ça c'est une métastase? Parce que vous êtes sur du poumon et on s'attend à aussi avoir des métastases. Alors dans le poumon, c'est CK7+, et non pas CK7-. Dans l'adénocarcinome, CK7+, TT1-. Donc, les tumeurs neuroendocrines. Alors pour les tumeurs neuroendocrines, vous avez les carcinoïdes, hein, qui sont des tumeurs neuroendocrines soit typiques, soit atypiques, et vous avez cette morphologie
très caractéristique, assez monotone de cellules rondes et tout ça, avec un stroma grêle. Mais ce qui vous permettra, vous allez voir ça sur nos comptes rendus, si on vous dit il y a moins de 2 mitoses sur 10 champs au fort grossissement avec pas de nécrose, vous êtes sur un carcinoïde typique. Si c'est entre 2 et 10 mitoses ou encore vous avez de la nécrose punctive, donc vous êtes sur un carcinoïde atypique. Et de l'autre côté, vous avez les carcinomes neuroendocriniens à grandes cellules et le CPC. Et là, par contre, vous avez de nombreuses mitoses qui dépassent les 10 mitoses avec de larges plages de nécrose. Alors, pour CT1E, vous allez utiliser les marqueurs suivants. Synapto, chromo, CD56, deux suffisent. Hein, vous choisissez parmi ces trois-là et vous allez poser, et ça va être positif, vous voyez, ça prend marrant comme ça sur toute la prolifération. Vous allez poser le diagnostic de tumeur, de tumeur neuroendocrine. Et vous avez à côté de cela le KI67. Vous voyez le KI67 dans les tumeurs carcinoïdes, dans le carcinoïde de manière générale, il est très faible. Votre photo à gauche complètement, on voit que c'est que bleu. Alors que pour le KI67 du CPC, ça c'est un truc qu'on fait, ça nous rassure quand vous répond CPC, ça va cracher. Hein. C'est un KI67 qui est à 80%, c'est-à-dire que presque la totalité des noyaux ont pris. Hein. Donc notre index de prolifération est très élevé. Donc, on ne va pas juste vous donner un diagnostic. On va commencer par faire plaisir au pneumologue, hein, du moins leur donner son diagnostic. Et après, on a nos amis oncologues, ils demandent plus parce qu'il y a la thérapeutique et la thérapeutique. Donc, on va passer au diagnostic moléculaire. Et vous voyez que ça ne s'est pas limité. Actuellement, vous avez la reconnaissance de GFR, de ALK, ROS1, PIRAF, PDL1, et ça, c'est pour l'adénoca. Pour le carcinome épidermoïde également, on recherche également le GFR. Ce n'est pas autant demandé que pour l'adénoca, mais on cherche le GFR. On nous demande de faire également ALK-ROS1. On fait également PDL1. Et donc, vous voyez, cette mutation, on commencera par le gène de GFR, c'est ce qu'on a commencé à faire en premier, aussi bien sur biopsie bronchique que sur liquide. Et on voit que c'est une délétion au niveau de l'exon 19 ou une mutation au niveau de l'exon 21 ou exon 18. Il s'agit de carcinome bronchique non apoptystérile à des stades avancés chez des patients qui sont jeunes, non tabagiques, et c'est surtout des femmes. Et on a des adénocarcinomes à l'histologie qui sont bien différenciés. Hein. La technique qui est validée, c'est la technique par PCL en temps réel. On le fait à Mustapha. Mais il faut savoir ça, c'est pour nos oncologues, qu'il faut nous préciser sur fiche si le patient a bénéficié d'une thérapie type inhibiteur des tyrosine kinase, parce qu'on peut, si il y a une reprise et que le pneumologue nous envoie des biopsies, il y a cette mutation qui se voit juste après post-thérapeutique, c'est le GFR T790M. Donc, vous voyez comment on travaille à Mustapha. On a cet extracteur d'ADN. À côté, vous avez l'amplificateur de l'ADN. Et puis, vous avez parti, et cette machine nous fait sortir une fiche où on nous dit, voilà, vous avez une expansion, donc s'il y a cette mutation EGFR. Donc, déjà, le pathologiste doit contrôler l'image. On doit être sûr d'être sur de la tumeur. On ne doit pas être à côté sur de la nécrose ou du matériel qui n'est pas représentatif, parce que ça coûte cher. Donc, on doit repérer la zone tumorale la plus intéressante, la plus viable, celle qui est faite de cellules viables. Là, on va cercler ça pour le technicien et puis ce dernier va faire une extraction de l'ADN et une amplification de cet ADN. Bon, vous avez à côté de cela la fusion EML4-ALK, c'est une délétion, une inversion des chromosomes 2P et un produit de fusion du gène EML4-ALK. Ça représente 7% des carcinomes bronchiques non à petites cellules. Donc, vous voyez, c'est des patients qui sont plus jeunes, ils sont non ou peu fumeurs. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir tous ces détails sur les fiches. C'est un adénocarcinome qui est moins bien différencié. Et vous allez voir que nous, ce gène fusion, on peut le mettre en évidence par l'immunohistochimie. Mais l'immunohistochimie, elle a ses limites. Hein. Il faudra compléter par la fiche. Vous allez comprendre ça sur cette plaque. Par exemple, si j'ai mon ALK négatif, vous voyez, j'ai des noyaux bleus, donc rien n'a pris. Je dis, il n'y a pas de réarrangement, c'est bon, ALK est négatif, ce n'est pas la peine de le traiter. Par contre, si la positivité est intense, diffuse, je dis c'est un ALK qui est positif et donc il y a un réarrangement. Et vous pouvez ainsi prendre en charge votre patient. Par contre, si c'est un score 1 et 2, donc faible, hein, on ne pourra pas se limiter à vous dire score 1 et 2, il faudra passer par la fiche.
Et à partir de là, on va rechercher, grâce à la fiche, ce réarrangement ALK. Et soit il existe, on parlera d'ALK réarrangé, soit il n'existe pas, et on parlera d'un wild type. Pour le réarrangement rose, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'immuno ne va pas vraiment nous aider. Hein. Cette recherche, l'immunohistochimie, on va l'utiliser comme un screening. Vous allez comprendre c'est quoi, mais dans la majorité des cas, il faut compléter par de la fiche. Hein. Parce que vous allez voir, sur ça, vous voyez, vous avez des intensités différentes de positivité. Et donc, on ne pourra pas répondre, c'est-à-dire on pourra même si c'est positif, à une croix, à deux croix ou trois croix, on ne pourra pas répondre réarrangement ou pas réarrangement. Hein. Il faudra faire la fiche. Par contre, s'il est négatif, vous allez éliminer là, vous considérez que votre ROS1 est négatif. On a la mutation BRAV600E. Alors, elle n'a pas été validée comme pour le côlon et le mélanome avec l'immunohistochimie. Donc, on la cherche par PCR en temps réel. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant de la rechercher par NGR. Hein. C'est le Sequencing New Generation. C'est vraiment, ça va nous faciliter la vie. Vous avez également à côté de cela les mutations KRAS, localisées le plus souvent au niveau du codon 12. La méthode, vous voyez, c'est toujours PCR en temps réel, mais vous voyez qu'il y a plein de mutations de drivers à mettre en évidence. Et ce n'est pas évident d'utiliser des sons différentes. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le NGS. Hein. Et puis, cette mutation signe un pronostic défavorable et une non-réponse aux anti-EGFR et aux inhibiteurs des tyrosine kinases, mais aux anti-kinases. Donc, vous comprenez que l'oncologue a besoin de ce type de résultats. Vous voyez différents drivers à côté. Donc, ce qu'on a vu, on les fait systématiquement à Mustapha. Bon, pour le reste, c'est des fois à la demande et bon, actuellement, parce qu'on a le NGS, donc on a commencé à faire le RET, le MET et l'HER2, donc à la demande de nos collègues oncologues. Donc, quand il y a la thérapeutique qui suit, on le fait. Hein, on recherche ces autres drivers moléculaires. OK? PDL1, on le fait ça aussi systématiquement. C'est une interaction du PDL1 des cellules normales avec le PD1 des lymphocytes qui permet d'empêcher leur élimination. Donc, vous voyez, cette cellule tumorale, elle arrive à contrer la réponse immunitaire et donc elle va échapper à l'action de ces lymphocytes. Et donc, l'idéal, c'est qu'il y ait une immunothérapie. Il y a de différentes drogues qui vont cibler cette voie PD1, PDL1 par le biais de ces anticorps, vous voyez anti-PD1, et qui vont permettre de restaurer la réponse immunitaire T contre les cellules tumorales. Et vous voyez, nous, en immuno, quand on fait, on va calculer le pourcentage de cellules tumorales viables montrant un marquage membranaire qui soit linéaire, complet ou incomplet, et on va le quantifier. On utilise le marqueur 22C3, quelle que soit son intensité, par rapport à la totalité des cellules tumorales viables de l'échantillon. Et vous voyez, soit vous avez ce qu'on appelle, c'est ce rapport-là qui va porter le nom de TPS, il est inférieur à 1, soit on dit TPS entre 1 et 49, soit TPS supérieur à 50%. Et 50%, ça, c'est clair que le patient doit bénéficier d'une immunothérapie. Et puis, les TPS entre 1 et 49%, là, je pense que les oncologues vont discuter. Il y en a beaucoup qui vont bénéficier de l'immunothérapie s'ils échappent aux autres thérapeutiques. Hein. Et ça, c'est nos amis oncologues qui vont nous préciser cela. Alors, en conclusion, quel est le rôle du pathologie dans la prise en charge de ces cancers? Déjà, il faudrait qu'on vous classe correctement ces tumeurs, ces biopsies, ces pièces opératoires en utilisant l'OMS 2021. Et cette stadification pronostique également qui devrait être fait avec ce TNM 2027 récent de la 9e édition. Bon, en plus, il faut faire très attention à votre matériel parce qu'il y a des analyses moléculaires. Hein. Donc, il faut avoir un bon technicien qui permettra, qui va nous permettre de faire des rubans, plusieurs rubans, et de les garder pour la thérapie, pour la biologie moléculaire. Donc, vous imaginez, on fait EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, tout ça pour la thérapie ciblée. Et à côté de cela, PDL1 pour l'immunothérapie. Donc, il y en a des marqueurs à étudier.
Donc, je termine en disant qu'au cours de ces 2 dernières décennies, le cancer du poumon a connu vraiment des avancées encourageantes en matière de recherche fondamentale, hein. Donc, l'ANAPAT est obligé de suivre tout ça, mais également en clinique. Et puis, c'est des drivers surtout moléculaires qu'il faudra maintenant mettre sur nos comptes rendus. Mais quand même, il y a cette résistance aux médicaments qui reste véritablement une réalité inévitable, un véritable problème. Et je termine en vous disant merci. Merci beaucoup, professeur Terkmani. C'est très clair. Je sais que là, c'est pas évident, mais tu as l'art de simplifier les C'est choses. gentil. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est tellement important pour tous les thérapeutes, hein. Donc, effectivement, c'est grâce à ça que on prend en fait des décisions thérapeutiques. Donc, sans trop tarder, je pense qu'il y a pas mal de questions. Juste avant, s'il vous plaît, donc pour les orateurs, vous allez du côté du chat. Il y a une petite feuille comme ça pour déposer vos communications parce que les participants les demandent à chaque fois et nous, on leur promet de leur donner comme d'habitude. N'est-ce pas, docteur Bien Google? sûr. Voilà. Très bien. Donc, professeur Amari. Oui, oui, professeur Karboua. Alors, la première question, c'est une différence de l'incidence entre les régions Est et Ouest. À votre avis, elle est liée à quoi? Pour le cancer du poumon, bien sûr. Le cancer du poumon, professeur Karboua, est très probablement elle est multifactorielle. Donc, notamment l'interaction entre les facteurs, on va dire, géographiques, démographiques et le mode de vie de chaque région qui est particulier, mais aussi au niveau de développement des réseaux locaux. On a vu que le taux de couverture des registres de cancer ne sont pas homogènes entre les trois régions de Tout à pays. fait. Tout Donc, à fait. ce qui, à mon avis, peut engendrer parfois une surestimation ou bien une sous-estimation locale des incidences, en particulier on va dire, dans les wilayas du sud du pays. Très bien. Moi, j'adhère complètement à ce que tu dis. Je rajoute juste que le nombre, en fait, d'habitants de la population, il est plus grand à l'Est algérien. Oui, Il est plus important que le centre, que l'Ouest et même le Sud. C'est clair, non, mais pour vous dire, ça c'est très important, qu'il y a des registres, vous savez que le registre de Sétif est parmi les plus anciens et les plus ancien. fiables. Donc, c'est des registres qui travaillent très bien et donc qui recensent énormément de cas de cancer. Donc, ceci, effectivement, le taux de couverture est plus important avec ce registre-là. Alors qu'on a, cette année encore, ça va, 2022-23, on a eu des régions où les registres sont complètement muets, c'est-à-dire qu'ils ne font absolument aucune donnée statistique. Oui, on a deux wilayas à l'est algérien, je crois, qui sont absents. Donc, Et oui, même au oui, centre, hein, j'ai pas envie de nommer, mais il y a deux wilayas, enfin, parce que pour ne pas, je me trompe, hein, je crois que oui. dit pas un, enfin, il y a deux wilayas qui sont complètement muettes, alors que tout est mis en place, mais les gens n'arrivent pas à recenser des cas de cancer. On peut toujours leur demander s'il y a-t-il pas ça ici, s'ils ont un argument à donner. On n'est pas là, on n'est que la direction de la formation. Donc on peut se permettre d'avoir leur observation. On pourra, en discutant avec nos collègues de la DGSS ou lequel, leur soulever ce Tout à petit fait, parce détail. qu'on a soulevé ce problème la dernière fois. Le taux de couverture en 2022-2021, il était de 87% pour l'ensemble des registres. Cette année, il est quand même à 92%, hein. Donc, il y a vraiment un gros effort qui a été fait. Mais ça reste, vous savez, nous, on veut toujours plus, hein. Donc, ça reste un petit peu bas. Enfin, pas bas, mais on aimerait qu'il y ait encore plus. Alors, ensuite, je continue. Est-ce que vous avez déposé les... Oui, moi, ça c'est déjà fait. Normalement, Moi, ils j'en devraient arrive venir. pas, professeur Karboua. Il faut cliquer sur. La petite feuille là, la petite page, voilà, Ah, et vous choisissez votre document. La ah, même oui. chose pour Dr. El Hedf. Oui. Alors, il y a ensuite une autre question.
Cher maître, c'est Docteur Dilem qui est pneumologue à Borny, Tizi Ouzou. Sa question, c'est par rapport à un programme de dépistage pour viser la population à risque. Pour le Faudrait- moment, Oui. sincèrement, on va dire, aucun programme de Aucun dépistage, programme. pour le cancer de poumon. On Très arrive à bien. peine à faire quelques dépistages pour le cancer du sein, le cancer de colorectal, Non, mais prostate et col. À mon avis, en tant qu'oncologue, oui, professeur Harbar. non, professeur Amar, il faut d'abord remettre les choses à leur place. Le Oui, dépistage du cancer du poumon dans le monde n'est non, pas il un n'est pas. dépistage Oui, de masse. oui, Ça, il faut c'est le un comprendre. oui, c'est un Voilà. dépistage pour une Très population cher, bien ciblée. bien ciblé, ça coûte très cher. Donc, aux USA, il n'y avait que deux compagnies d'assurance qui ont bien joué le jeu pour rembourser le scanner low dose. Donc, c'est un scanner low dose. Il y a eu 2 études positives, tu l'as très bien démontré, mais c'est pas vraiment fait dans le monde entier. Il y a des études qui viennent de démarrer en France. Donc, c'est des gros fumeurs, 30 paquets années. D'ailleurs, c'est la question de notre collègue pneumologue. Alors, chez nous, c'est un avis personnel et que beaucoup de médecins partagent. Je pense que au lieu d'aller dépister, donc ce serait bien, c'est plutôt la prévention qu'il faut faire, Primaire. c'est-à-dire Oui, il Oui. faut c'est la lutter prévention contre le primaire. tabac. Voilà, avant tout. Donc il y a un projet, je me permets d'en parler parce que ça, c'est une convention qui a été signée il y a 2 mois entre le ministère de la Santé et les laboratoires Astra pour mettre en place donc un logiciel d'intelligence artificielle dans une wilaya pilote. On commence toujours par un projet dans une wilaya pilote et pour que tous les téléthorax de malades ou de sujets sains soient revus à la recherche de nodules qui peuvent être suspects et continuer par un scanner. Mais c'est vraiment, on n'a même pas commencé. On a commencé les formations, mais c'est vraiment un début. Mais à mon avis, si on veut combattre le cancer du poumon, effectivement, c'est la pollution et surtout la cigarette. Oui, la cigarette en premier lieu et après les Voilà, toxicités professionnelles et environnementales. tout à fait. Et là, il y a une autre question qui parle s'il y a un centre référent pour le dépistage du nez ou du poumon. Oui, Je vous ai dit, il y a une wilaya pilote, donc il y a le centre de radio de Bebloued, le centre CPMC, il y a quelques services de pneumo à Alger. On va démarrer juste avec cette intelligence artificielle, téléthorax, et on verra si ça donne bien, on va élargir ça à tous les services de radio et de pneumo. Voilà. Il y a d'autres questions, je pense. oui. Il y a une question Oui. on va dire, la tendance par rapport aux jeunes et aux femmes. Ah oui, oui. Donc, oui, pour les jeunes, elle est très probablement liée en première position on va dire, aux habitudes tabagiques qui commencent actuellement à un âge, on va dire, de plus en plus jeune. On À voit, 6 ans, hein. Première ah oui, cigarette, 6 ans en oui, Algérie. oui, oui. Chez les femmes, c'est surtout l'augmentation du tabagisme passif, mais aussi à l'environnement, aux facteurs environnementaux. On voit beaucoup plus de femmes qui travaillent dans des milieux, on va dire, des professions qui étaient auparavant uniquement liées, on va dire, conservées aux hommes. Actuellement, on voit que les femmes donc, occupent de plus en plus donc, des postes dans des métiers un peu à risque. Et surtout, mais aussi à l'industrialisation, donc le développement de l'industrialisation, donc qui expose la population à des polluants donc atmosphériques avec la présence surtout des petites molécules, donc responsables surtout de ce type adénocarcinome périphérique de plus en plus on va dire, de plus en plus fréquent en Algérie. Alors, oui, pour continuer ton commentaire,
Effectivement, donc il y a le tabagisme passif qui est responsable de 30% Oui, de cancer chez la femme et les enfants. Ensuite, il y a le tabagisme chez la femme, hein. Nous, on les Oui, voit, elles fument de plus en plus jeunes. Et puis, il y a voilà, les facteurs environnementaux, les expositions aux carcinogènes professionnels. Et il faut dire aussi que certains cancers chez la femme surviennent chez la femme non tabagique. Donc, c'est pas forcément lié au tabac. Donc, il y a des formes d'ADK oui, c'est périphérique, il y a des formes avec mutation GFR. oui, Voilà, limitation des rares GFR. exactement. Qu'on voit surtout chez les femmes jeunes non fumeuses de race caucasienne, hein. C'est très fréquent chez les Asiatiques, mais c'est aussi c'est fréquent chez les femmes de race blanche, enfin les caucasiennes. Voilà. Il y a d'autres facteurs aussi, hein. Il y a une thèse du professeur Fissah pour le cancer pulmonaire et elle a trouvé que les femmes qui utilisaient donc la fumée de bois, le quinoa et tout ça, donc étaient exposées et faisaient justement beaucoup de cancers du poumon. Ça, c'est vraiment une étude algérienne, hein. ah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport au professeur Amari ou par rapport aux autres? Non, à tout le monde, hein, je pense qu'il faut. Non. D'accord. Là, Il y a une j'ai une question, hein. Je ne sais pas si vous voyez, s'il vous plaît. Alors, il y a l'efficacité et spécificité de diagnostic de tous les cancers du poumon, mais il y avait aussi une question, la place du Oui, scanner thoracique, le haut dose et les centres où on peut envoyer nos malades suspects. Ah bah là, d'accord. je pense que c'est pour Le c'est Dr Lhed, dépistage. enfin, ouais, pour le Oui. dépistage, mais également pour la radio, hein, parce que voilà, il vous demande la place du scanner thoracique, le dose et les centres où ils peuvent envoyer leurs patients. Docteur Lehedef. Oui, oui, je peux répondre. Oui, oui, bien sûr. Donc, si à l'interrogatoire on trouve que le patient il y a un facteur de risque très élevé, ça veut dire que c'est un grand fumeur, un sujet âgé, et on fait une radiographie thoracique et on trouve qu'il y a des signes d'emphysème pulmonaire, mais on n'arrive pas à visualiser un nodule pulmonaire ou une opacité pulmonaire. Dans ce cas-là, il y a la place de demander quand même un scanner thoracique low dose, ça veut dire sans produit de contraste, d'accord, sans produit de contraste. Et comme ça, le radiologue, il peut nous orienter. Bien sûr, il y a des radiologues bien parformés pour faire ce type d'examen, parce que c'est pas facile de visualiser des nodules sur des scanners low dose. Alors, normalement, d'habitude, on demande des scanners avec injection pour voir les opacités d'origine tumorale. Et dans ce cas-là, s'il y a une suspicion de nodule pulmonaire, pourquoi non envoyer le malade chez un spécialiste pour faire plus des examens. Et je pense qu'il n'y a pas des centres bien indiqués dans le scanner low dose. Elle a dit professeur Kaboua, peut-être à Bab el-Oued, il y en a un. Et il y a aussi un centre, je pense, qui est concerné pour la profession de policier. J'ai demandé récemment un scanner à low dose. Il y avait un radiologue qui m'a fait un scanner à low dose. Il y avait un nodule et on a complété par des autres explorations. Mais à mon idée, j'ai pas d'informations pour des centres bien spécialisés pour faire les scanners low dose pour le moment. Oui, oui. D'accord. Merci, docteur Lehedef, je pense que c'est clair. Il y a d'autres questions hein, qui commencent à tomber. Ouais. Alors, ça, je n'ai pas bien compris. Efficacité, spécificité de diagnostic de tous les cancers Moi du aussi, poumon. j'arrive pas à Le comprendre. temps dont... Le temps. Oui, le temps, Je, c'est-à-dire. je pense il y en a 2 thèses, ou bien 3 thèses sur le cancer bronchique. Oui, Malheureusement, on tarde pour faire le diagnostic d'un cancer bronchique. Généralement, j'ai vu la thèse de professeur Fissah, la plupart des malades, le temps, le début des symptômes et le diagnostic, c'était de 178 jours. D'accord? Quand même, c'est beaucoup, 178 jours. À partir le début d'un premier symptôme et la réalisation d'un scanner ou bien radiographie, scanner et biopsie,
et études ANAPAT. Et la dernière thèse de professeur Swilah Bebabloued, quand même, sa thèse, elle a parlé de la durée de faire le diagnostic d'un cancer bronchique, c'était 117 jours. C'est quand même, c'est beaucoup. Inch'Allah, prochainement, on essaiera d'être plus rapide pour mettre en évidence le diagnostic d'un cancer bronchique. Nous, on a fait l'étude Lucarial, donc c'est la plus récente. On est quand même à entre 60 et 80 jours, hein, donc il y a quand Bien, même une amélioration. très Et bien. là, on entame une autre étude cette année pour une étude juste épidémio, justement pour revoir un peu est-ce qu'il y a eu des progrès, où sont les lacunes, etc. La durée de diagnostic, très bien. D'accord, la dernière question. Donc, c'est la biopsie liquide, là. Ouais. Ah ouais, Là, ouais. c'est la biopsie liquide dans le cancer bronchique, surtout à la phase du diagnostic. Ah oui, oui, surtout à la phase du diagnostic. On en fait à Mustapha. Je pense que ça place vraiment dans le sens où si vous ne pouvez pas biopsier un patient ou si on est en train de suivre ce patient pour son cancer du poumon, sur les biopsies liquides, c'est comme un peu dans la cytologie, on peut facilement rechercher ces anomalies et poser le diagnostic, hein. Non, non, mais je pense qu'elle parle de diagnostic initial, hein, donc Ah, il sur faut, le plan initial. ouais, il faut pas Ouais. confondre Non, non, c'est sur la le biopsie diagnostic tissulaire, initial, hein, non. voilà. Ah non, non. C'est pas Ah, pas pour... validé même ailleurs, hein, donc Non, non, c'est pas validé, pas pour le diagnostic. Le diagnostic doit se faire sur le prélèvement tissulaire pour pouvoir faire. Mais pour le suivi, si. le suivi, oui, pour chercher la résistance au TKI, pour chercher certaines mutations, oui, Oui. c'est validé, c'est de plus en plus faisable. Il n'y a que le CHU, Mustapha, et un privé qui le fait, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il y a que ces deux-là qui sont en train de le faire. On continue à le faire, j'ai dit, hein, on a des malades qui résistent à la thérapeutique et vous êtes les premiers demandeurs et donc on nous envoie les patients, les pics et ils leur font, on fait cette étude sur ce liquide-là, hein. Mais sinon, pour le diagnostic, c'est vrai, tu as raison de le préciser, c'est diagnostic sur prélèvement tissulaire, hein, c'est-à-dire sur biopsie. Très Tout à bien. fait. Voilà, je pense il n'y a plus de questions. Je pense que c'est à vous de leur poser des questions. Sérieusement, dans chaque partie, je pense que c'est à vous de leur poser une question. À qui? À moi? Oui, Mais je pense on a été clair. Donc, c'est très clair, Anna, qui ne suis pas. Je suis un médecin généraliste. Sincèrement, j'ai bien suivi et c'est vraiment très très clair. Il reste la communication de M. Amari qui n'arrive oui, pas à arriver. ouais, à Et, moi, C'est bon, en principe, c'est fait, hein. non, on que- voit celle de Tarkmani, celle de Hedef. Tac, Mazel, hein. Essaye de Pas le encore. refaire pour voir. En essayez tout cas, docteur Goug, moi, je peux faire une synthèse, si vous permettez, Oui, avec mais voilà, des messages clés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer du poumon donc, reste parmi les 3 premiers cancers de l'homme en Algérie. Pourquoi je dis les 3 premiers cancers? Parce qu'aux dernières données, c'est la prostate qui est malheureusement en train d'augmenter aussi. Donc, on a la prostate, le colorectal et le poumon. D'accord? Donc, le poumon colorectal, une fois c'est le poumon, une fois c'est le colorectal, mais ça reste pratiquement au même niveau. Les incidences, elles ne font qu'augmenter. D'abord parce que y a la population vieillit en Algérie, d'une part, et d'autre part parce qu'on a de meilleurs moyens diagnostiques. Donc, forcément, on diagnostique mieux et plus les cancers. La majorité sont liées au tabac, donc j'insiste et je réinsiste. Il faut qu'il y ait une véritable lutte anti-tabac. Même si dans certains cas, on a des facteurs, comme l'a bien précisé professeur Amaré, des facteurs génétiques, familiaux, environnementaux, professionnels, mais le tabac reste quand même un des premiers facteurs, pas que dans le cancer du poumon, hein. Donc dans plusieurs cancers.
La nicotine, elle est addictive, donc c'est très difficile d'arrêter de fumer. La solution, c'est qu'il y ait des alternatives, d'une part, pour aider les gens qui fument et qui veulent arrêter de fumer. Et puis les consultations aussi de sevrage tabagique. Il y en a, à mon avis, qui m'a Alger, il y a CHU Bni Messous, CHU Bebloued, et encore faut-il qu'ils aient, par exemple, ces malades, voilà. Alors que c'est pas des malades, hein, mais c'est des malades potentiels, ces fumeurs, malheureusement, quand ils veulent arrêter de fumer et qu'on leur propose des alternatives, ces alternatives ne sont pas remboursées, sont à la charge du fumeur. Et ça coûte plus cher qu'un paquet de cigarettes au début. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à faire dans ce sens. Ensuite, par rapport au diagnostic, donc je pense que Dr Lhedf a été très clair. Malheureusement, nous accusons encore des retards dans le diagnostic parce que les signes liés au cancer du poumon, c'est des signes qui sont banaux, qui sont pas spécifiques. Le seul signe qui alerte le patient, c'est vraiment surtout quand il est fumeur, donc il a l'habitude de tousser et de cracher le matin. Ce qui l'alerte, c'est vraiment la présence d'hémoptysie, donc de sang dans les crachats, ou bien cette toux persistante qui ne part pas, et il finit enfin par consulter. Il faut que le médecin généraliste, il faut qu'il y ait cette formation. D'ailleurs, nous sommes en train de les former avec l'association ML dans ce sens pour tout de suite ne pas hésiter à demander un scanner ou l'orienter vers un pneumo, etc., etc. Parce qu'en améliorant le diagnostic, on va améliorer le stade et surtout améliorer le traitement et la survie. Un stade 1 et 2, il y a une grande différence entre la survie entre un stade 1 et 2 et un stade 3 et 4. Donc vraiment là, le rôle du scanner, du généraliste et tout ça, même du clinicien est très important pour demander un scanner au moment voulu et surtout quand il faut et ne pas laisser traîner ces patients parce que déjà d'emblée, ils peuvent se présenter avec des traitements, des symptomatologies à avancer. Voilà. Et je finis avec le diagnostic histologique. Et il faut savoir, je pense que le professeur Terkmani a été très clair, que nous ne pouvons rien faire actuellement en 2025. Nous n'avons pas le droit de traiter un cancer du poumon sans avoir les drivers oncogéniques, c'est-à-dire les mutations. Pourquoi? Parce que c'est des mutations qui sont ciblables et actionnables. Donc, elles ont un traitement. C'est des mutations qui activent la carcinogénèse, qui active la prolifération. Donc, nous avons des traitements pour bloquer cette prolifération. Et qu'est-ce qui nous permet de bloquer, de donner ce traitement? C'est vraiment l'anapath et la biologie moléculaire. Donc, ça, c'est incontournable. Malheureusement, sur le terrain, là, je peux dire que actuellement, nous avons des perturbations pour la mutation GFR, on n'arrive pas à la voir. N'est-ce pas? Les services d'anapath ont un problème de kit. C'est pas la technique, hein, c'est vraiment les kits. Et vraiment, c'est très perturbant et c'est très compliqué pour nous. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre normalement une chimiothérapie à un patient qui a une GFR mutée alors qu'il a un traitement Péros, c'est des comprimés et qui est très efficace. Mais on fait avec ce qu'on a parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et donc, là, je pense que vous avez eu les PDL1. Il y a quelques kits que vous avez reçus là. Oui, Asma, c'est vrai que ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que EGFR, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas encore, on se bat pour l'avoir. Mais ROS1 et on fait ALK, ROS1, PDL1 systématiquement, mais on les a toujours. Ce que je voulais dire surtout, quand vous recevez un diagnostic d'un adénocarcinome ou d'un épidermoïde,
L'intérêt, c'est que le bloc ne tourne pas vers les différents pathologistes, parce que là, chacun va essayer de faire sa technique et on va débiter. Et le moment où vous allez traiter le patient, on n'aura plus de matériel. Donc, on doit se mettre d'accord qu'il y ait des pathologistes, soit dans le public, soit à l'hôpital, mais sur qui on peut compter. Et le diagnostic, une fois quand il est fait. Hein. Ce n'est pas la peine de refaire, de faire d'autres techniques. C'est vraiment dommage parce qu'on perd énormément de matériel. Moi, c'est l'idée que je voudrais transmettre et je trouve que c'est très important. Oui, Voilà. j'adhère complètement parce que effectivement, il y a trop de blocs qui circulent et parce que vous savez, dans certains services, malheureusement, ils pensent que il y a que des labos référents et donc ils font relire systématiquement alors que c'est pas vrai. Quand on a un diagnostic avec une immunohistochimie, il faut préserver le bloc pour faire de la biomol. Ça, c'est bien que tu en parles parce que nous aussi, on souffre de ça. Et après, quand on ne répond à un bloc débité qu'il n'y a plus rien, en fait, on ne peut plus rien faire par la suite. Tout à fait. Voilà, donc je vais pas parler du traitement puisqu'il y aura une session pour le traitement. Voilà les gros obstacles que nous rencontrons sur le terrain par rapport à la prise en charge du cancer du poumon. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts par rapport à d'autres pays, par rapport, franchement, parce qu'on arrive déjà à avoir les mutations et pas que dans un service, mais dans plusieurs services, surtout que les NGS vont être placés à l'ouest, au centre et à l'est. Et je pense qu'on va enfin respirer et avoir les traitements adéquats. Il y a une question par rapport à le dépistage biologique. Biomarqueur est-il faisable? Moi, je peux répondre et dire non. Hein. Non, Voilà. il n'y a pas de dépistage biologique. Parce qu'il n'y a pas de marqueur spécifique du cancer du poumon. Il y a eu des études avec le CIFRA 21, etc. Mais bon, je sais qu'il y a des publis sur la biopsie liquide là, avec l'ADN tumoral circulant avant même, oui. Voilà. Mais ça se fait pas de façon usuelle. Hein. Non, pas systématique. Et puis maintenant, c'est vrai que je n'ai pas de retour, je n'ai pas assez lu sur la question, mais dans la littérature, je n'ai pas cette notion-là que c'est en train d'avoir une place. De devenir un standard, pas du tout. Un standard, tout à fait. C'est pas le cas. Voilà, ma docteur Gougem, je pense que on a fait le tour, il est 15h20. J'ai juste une proposition à faire. Allez-y. C'est vous la coordinatrice. Mais moi, non, allez-y, au contraire. Moi, ce que je propose à ces équipes qui sont là, puisqu'on va faire une deuxième partie, et qu'ils ont quand même des enseignants qui ont beaucoup de recul. Ce que je leur propose, surtout les gens qui sont très loin, on a ici les 58 wilayas, et s'ils ont des cas cliniques, s'ils ont des situations d'impatience ambiguë ou la fois, qu'ils les préparent sur le cancer du poumon, bien sûr, hein, qu'ils les préparent pour la deuxième partie quand on fera le traitement et l'acheminement de la prise en charge et les RCP, c'est ça. Et là, vous aurez l'occasion au moins d'avoir l'avis de... Oui, c'est une excellente idée, docteur Gougem. Une excellente idée. Donc, ils peuvent déposer leur dossier, le dossier de malade ou des petits résumés de cas cliniques. Et ce serait intéressant que nous prenions du temps. On va consacrer donc un moment pour discuter en live. Je vais vous proposer de laisser votre mail. Voilà. Le mien? Oui, il n'y a pas de souci. Votre mail pour que vous le transmettez aux autres. D'accord, je vais le faire sur le chat tout de suite. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra apporter quelque chose et enrichir nos formations. Mais j'ai une meilleure proposition. Hein. Allez-y. Alors, nous avons lancé une IRCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire électronique, donc à distance. Donc, ceux qui sont, on a pris vraiment beaucoup de services
Msila, Boussaada, Skikda, vraiment beaucoup. Hein. Je ne peux pas tous les nommer, le Borj, Ain Mlila, beaucoup, beaucoup. Et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez, je peux vous laisser par la suite un mail. Vous nous donnez votre nom, prénom, la profession, bien sûr, le lieu d'exercice et le numéro de téléphone. Et on pourra vous intégrer à cette IRCP cancer du poumon. Très bien, excellente idée. Donc, vous posez votre mail et après, eux, ils rentrent en contact avec vous et ils notent leur nom, s'ils sont intéressés, leur lieu d'exercice. Comme ça, vous aussi, vous aurez un recensement. C'est bien, donc voilà. Bien, oui. Il est parti. Voilà, il est parti. Il est devant vous. Oui, vous parce que notez. j'ai changé de clavier, j'ai un clavier à quoi. C'est Esma Kerboua Yahoo. Voilà, esmakerbois@yahoo.fr. Voilà. Vous l'avez bien entendu. Ah oui. C'est pas la peine d'écrire vos mails comme ça. Vous Non, entrez là, en c'est contact pas la avec peine. eux. Il faut me les Ouais. envoyer. Donc, Et puis, c'est intéressant, même si le RCP reste en ligne, c'est intéressant aussi d'avoir des noms et leur lieu d'exercice et parce qu'en fin d'année, c'est une évaluation qui se fait. Donc, c'est important d'avoir un tout. En tout cas, professeur, dernier mot. Professeur. Professeur Kerboua. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un petit souci. Alors, professeur Terkmani. Oui, moi je suis toujours là. Oui. D'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a, professeur Kerboua, avec elle est au Bon, téléphone. peut-être qu'elle s'est déconnectée, mais parce que là, je vois Non, plus. elle n'est Elle est toujours pas connectée. connectée. Elle est Voilà. toujours Elle est connectée. toujours connectée. Je vais essayer de l'appeler. Donc, mais, un dernier mot avant qu'elle enchaîne Lia, elle va donner la finale. Ok. Moi, je vous dis, hein, s'il y a quoi que ce soit en matière d'anapath, je peux vous laisser mon mail, il n'y a aucun problème. Aussi bien pour diagnostic des cancers du poumon que, parce qu'à Mustapha, on en fait énormément, mais on fait également beaucoup de la prostate, du sein, du digestif. Donc, vous voyez, donc on est là pour vous aider. Si vous avez des problèmes diagnostiques, aussi bien pour les pathologistes que pour les cliniciens, lorsqu'ils ont un compte rendu qui leur paraît un peu bizarre. Donc, ils peuvent nous solliciter, ou du moins me solliciter, et je peux au moins les orienter et les aider dans ce sens-là. Vous dire si, aussi avec les amis cliniciens, leur dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous avez un prélèvement entre les mains, par exemple un bloc, hein, est-ce que vous devez l'envoyer, est-ce que chez qui vous allez l'envoyer, voir la qualité du prélèvement sur le bloc de paraffine, tous ces éléments-là, on pourra vous aider parce que le plus important, c'est de travailler sur le terrain. C'est bien beau tout ce qui est théorique, mais la théorie, vous l'avez partout. Mais je pense qu'il faut travailler sur le terrain et voir quels sont les problèmes qu'on rencontre, hein, les problèmes que vous rencontrez. Parce que c'est clair que vous avez un malade devant vous et ce malade-là, il a un processus et il va venir avec un diagnostic. Le diagnostic, des fois, n'est pas clair pour vous parce qu'il a été mal émis par le pathologiste ou peut-être parce qu'il lui-même a eu des difficultés. Et tout ça, on peut vous aider à mieux comprendre les choses et puis voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que réellement vous devez récupérer le bloc? Si vous devez récupérer le bloc, où l'envoyer? Est-ce que c'est nécessaire de refaire une autre lecture? Est-ce que c'est plus intéressant de rechercher ces drivers moléculaires? Donc tout ça est important. Alors franchement, à Mustapha, vous serez les bienvenus et puis il n'y a aucun problème.
vous pouvez avoir mon mail, vous pouvez me contacter et on peut vous aider dans ce sens-là. Voilà. Et puis, ça a été un plaisir et puis je suis prête à enchaîner avec d'autres pathologies. C'est ça, le pathologiste, on a la possibilité de faire plein d'autres choses à côté. Ok, ben voilà. Merci, professeur. J'aimerais bien que le professeur Amari active son micro. Oui, docteur. Alors, un petit mot rapide, ensuite on passera au docteur Adef. Il y a le professeur Kerboa qui s'excuse parce qu'elle a perdu la connexion et donc elle m'a appelé, je l'ai mise à l'aise. D'accord, ok, merci docteur Gouham. J'espère que cette formation était intéressante pour tout le monde. Et je vous remercie une deuxième fois pour cet honneur que vous m'avez donné d'être présent parmi vous, donc de l'Est algérien. Merci professeur. Docteur Hadef. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous pour assurer cette formation. Le premier objectif, c'est de faire un diagnostic très précoce pour nos malades et une meilleure prise en charge. D'accord? Et bonne continuation, Inch'Allah, pour nous. Inch'Allah. Nous reprendrons après, puisqu'on a une deuxième partie. Là, on essaiera de reprendre tous les mails. Maintenant, si vous avez 2 secondes, si vous voulez, professeur Terkmani, professeur Amari, docteur Hadef, si vous voulez noter vos mails, notez-les, sinon on peut les laisser pour la prochaine fois. C'est comme vous voulez. Très bien, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Pas de souci. D'accord. Vous le faites quand? Maintenant ou après? Comme ça, je vois si je peux faire. Maintenant. Allez-y, faites-le. Comme ça, je mets fin à cette formation. Pour moi, c'est fait. Oui, c'est fait. Même moi, je vais le noter. Ok. Chez moi. Pour moi, c'est fait, Dr Hadef, jaziadoc@gmail.com. Il reste professeur. Oui, je vais vous le donner. J'étais en train de voir. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Pas une seconde près. Voilà. Très bien, sarafi2005@yahoo.fr. Ah, il y a très bien. Professeur Terkmani, je passe dimanche et je vais essayer de vous présenter Gouga. Eh bien, voilà, je serai ravie de voir Gouga. Eh bien, voilà. Vous serez là-bas, tout à fait. D'accord. Je vous laisse, je vais vous donner après mon numéro de téléphone. Je le donne à Asma. Il n'y a pas de problème. Je vous le donne. Il y a